Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Et donc, nous allons aborder une question, évidemment, qui est toujours au cœur des grands débats sur la question du féminin, du masculin, qui est celle qui a trait aux origines biologiques, naturelles, des différences ou des non-différences. Alors, on va déjà rentrer dans le vif du sujet, et commencer par les résultats d'un sondage qui a été fait en 2012. Êtes-vous d'accord avec les idées suivantes? Les femmes ne sont pas douées pour l'orientation dans l'espace. Oui, répondent 36% des femmes et 58% des hommes. Les hommes ne sont pas multitâches. Oui, pour 54% des femmes et 28% des hommes. Deuxième question. Ces différences entre femmes et hommes sont-elles dues à des raisons biologiques? Oui, pour 54% des femmes et 57% des hommes. À l'éducation? Oui, pour 37% des femmes et des hommes. Donc ces chiffres sont assez éloquents pour montrer la persistance des préjugés naturalistes sur les différences cognitives et comportementales entre les sexes. Maintenant, on va faire un petit tour sur Internet pour voir ce qu'il en est dans ce média. Alors, si l'on tape les mots-clés « cerveau, humain, futur », voilà les images que l'on obtient. Vous avez des cerveaux greffés avec des puces électroniques ou même des lecteurs de CD. Vous avez des explications très scientifiques sur le fonctionnement du cerveau, également des images qui illustrent une interrogation philosophique sur le cerveau et la pensée. Et vous remarquerez que toutes ces images concernent uniquement des sujets masculins, comme si les femmes n'avaient pas de cerveau, ne faisaient pas partie de l'humanité et n'avaient pas de futur. Alors on va persister sur Internet et cette fois-ci taper des nouveaux mots-clés, à savoir cerveau, femme, futur. C'est différent. Alors, côté femmes, nous avons des créatures de rêve dans des combinaisons spatiales sexy. Là, c'est le futur. On trouve des femmes qui ont mal à la tête. Et on trouve essentiellement des comparaisons caricaturales entre les cerveaux des femmes et des hommes, avec dedans tous les stéréotypes qu'on peut imaginer sur les différences entre les sexes. Donc, posons-nous sérieusement la question: les femmes ont-elles un cerveau comme les hommes? Alors, il existe bien évidemment des différences entre les cerveaux des femmes et des hommes dans toutes les régions du cerveau qui sont impliquées dans le contrôle des fonctions associées à la reproduction. C'est en particulier le cas d'une région qui s'appelle l'hypothalamus, qui est située ici à la base du cerveau, près de la glande hypophyse. Et dans l'hypothalamus des femmes, on va pouvoir trouver des neurones qui, chaque mois, vont s'activer pour déclencher l'ovulation. Et ce type d'activité cyclique ne se retrouvera pas dans le cerveau des hommes. Donc, bien évidemment, des différences dans le domaine du contrôle des fonctions de reproduction. Alors, c'est intéressant de réfléchir à ces questions-là et à cette petite région de l'hypothalamus, parce que quand même, on a parlé pas mal de cet hypothalamus, en particulier en 1991, est paru un article dans une grande revue scientifique très réputée qui s'appelle Science. Et dans cet article, l'auteur comparait les hypothalamus chez des hommes, des femmes et des hommes homosexuels. Alors, les cerveaux avaient été conservés dans le formol et coupés en tranches. Et quand on fait une coupe dans le cerveau à cet endroit-là, dans cette région de l'hypothalamus, on peut voir des petits noyaux, ce qu'on appelle des petits noyaux. Ce sont des petits amas de neurones. Et l'étude montrait que dans le cerveau des hommes homosexuels, un de ces petits noyaux avait un volume de 100 microns, c'est-à-dire un dixième de millimètre, alors que chez les femmes et les hommes homosexuels, le volume était de 50 microns. On va dire que c'est une différence extrêmement minuscule, 50 microns.
C'est de l'ordre de la taille de 50 neurones. Or, sachant qu'on a 100 milliards de neurones dans le cerveau, disons que la différence n'est pas flagrante. Mais néanmoins, l'auteur en a conclu que ces données montrent qu'il existe une base biologique à l'orientation sexuelle. Alors cet article n'a pas fait un grand consensus dans la communauté scientifique, bien qu'il ait été publié dans une revue prestigieuse, parce qu'il existait des biais méthodologiques très importants dans cette étude. En particulier, il y a le fait que les mesures ont été faites sur un très petit échantillon de personnes, 16 hommes hétérosexuels, 6 femmes et 19 hommes homosexuels. Et surtout que les cerveaux qui ont été comparés parmi le groupe des personnes homosexuelles, c'était des personnes qui sont toutes décédées du sida. Or, on sait que le virus du sida peut pénétrer dans le cerveau et y produire des lésions. Ce qui fait que sur le plan de la rigueur scientifique, on ne peut pas simplement comparer des cerveaux de personnes décédées du sida avec des personnes qui sont décédées d'autres raisons. Alors, cette étude n'a jamais été reproduite. Elle a été donc publiée en 91. En 93, paraît toujours dans cette revue Science un autre article prétendant avoir montré qu'il existait un gène de l'homosexualité. Et à nouveau, cette étude n'a pas non plus été reproduite et même démentie à plusieurs reprises. Mais en l'occurrence, les retombées médiatiques de ces articles ont été telles que, hélas, ces idées traînent encore dans les esprits. Et il faut dire que dans l'état actuel de nos connaissances, il n'existe absolument aucune donnée scientifique qui concerne le cerveau, les gènes ou les hormones qui laisse penser qu'il existe une base biologique à l'homosexualité. Alors nous allons continuer avec les idées reçues. Cette fois-ci, les idées reçues qui concernent les différences de compétences dans les fonctions cognitives entre les femmes et les hommes. Donc, idée reçue qui est hélas extrêmement répandue, les femmes seraient naturellement multitâches. Multitâches, en particulier d'ailleurs à la maison. Les enfants, la cuisine, le ménage, etc. Parce que nous sommes toutes et tous multitâches en permanence dans notre vie professionnelle ou privée. Alors d'où viendrait ce talent particulier à faire plusieurs choses à la fois? Alors ça vient d'après certains d'études biologiques. En l'occurrence, une étude publiée en 1982 qui montrait que ce qu'on appelle le corps calleux, ici, vous voyez, c'est un faisceau de fibres qui relie les deux hémisphères cérébraux, que ce corps calleux était un petit peu plus épais chez les femmes que chez les hommes, d'où peut-être une meilleure communication entre les hémisphères et peut-être une meilleure capacité à faire plusieurs choses à la fois. Bon, très bien, on était en 1982, l'étude a été faite sur 20 cerveaux, coupés en tranches, et en plus, on était dans le formol. Parce que depuis 1982, tout a changé, avec justement le développement spectaculaire de ces nouvelles techniques d'exploration du cerveau, en l'occurrence l'imagerie cérébrale par résonance magnétique ou IRM, qui désormais permet en l'occurrence de réaliser un rêve pour nous les neurobiologistes, à savoir de pouvoir étudier le cerveau vivant en train de fonctionner sans avoir à ouvrir la boîte crânienne, ce qui est quand même assez pratique. Et quand on rassemble toutes les études en IRM qui ont mesuré l'épaisseur du corps calleux, on s'aperçoit que statistiquement parlant, il n'existe pas de différence entre les femmes et les hommes. On continue avec les idées reçues et les préjugés. Les filles seraient naturellement douées pour le langage et même des fois même bavardes, et donc elles auraient un esprit littéraire, alors que les garçons, eux, sont plus performants dans l'orientation dans l'espace, donc pour la géométrie, les maths, les sciences, etc. Alors d'où ça vient? Ça vient en particulier d'une théorie qui a été lancée en 68, à la grande époque, par des neurologues de Californie. Donc, d'après cette théorie, les femmes seraient meilleures pour le langage parce qu'elles auraient un hémisphère gauche plus développé,
tandis que les hommes seraient meilleurs dans l'orientation dans l'espace à cause d'un hémisphère droit plus développé et plus performant. Bon, il faut bien dire que cette théorie qui a été lancée il y a 50 ans n'a pas résisté aux nouvelles connaissances qui ont été acquises grâce à l'imagerie cérébrale. En l'occurrence, cette théorie est tombée complètement en désuétude. Et si précisément on s'intéresse justement à toutes les études qui ont été faites en IRM pour localiser les zones impliquées dans le langage chez les femmes et chez les hommes, et si on fait ce qu'on appelle une méta-analyse, c'est-à-dire qu'on rassemble toutes les études sur cette question, là ici entre 1995 et 2009, avec un échantillon important de 2000 femmes et hommes testés, on s'aperçoit que, à nouveau, statistiquement parlant, on ne trouve pas de différence entre les femmes et les hommes dans la répartition des aires du langage. Alors, on va continuer maintenant avec les questions d'aptitude aux mathématiques et aux sciences. Vous vous souvenez peut-être qu'en 2005, le président de l'université de Harvard à l'époque, un certain Larry Summers, avait déclaré dans un conseil d'université que la faible représentation des femmes dans les matières scientifiques s'explique par leur incapacité innée à réussir dans ces domaines. C'est en 2005. Bon, vous pouvez imaginer qu'il y a eu un certain nombre de protestations des milieux féministes américains, mais également des scientifiques. Protestations qui ont été telles que finalement, Larry Summers a dû quitter son poste et il a même été remplacé par une femme. Alors, nous allons mettre ces déclarations à l'épreuve des faits. Donc, premièrement, il y a des études qui sont des études de psychologie expérimentale faites chez des enfants qui s'intéressent au développement des systèmes cognitifs qui permettent de maîtriser les opérations élémentaires en mathématiques. Et ces études montrent que c'est à partir de l'âge de 6 mois jusque vers 2 ans qu'émerge le sens des nombres et les capacités à s'orienter dans l'espace. Et ensuite, vers 4-5 ans, les enfants peuvent utiliser le langage pour manipuler les nombres et les données géométriques. Et toutes ces capacités au raisonnement mathématique se développent à l'identique chez les filles et chez les garçons. Alors nous allons revenir au sujet qui a été évoqué tout à l'heure sur la question du menace du stéréotype avec une jolie expérience dans laquelle on s'est intéressé à tester justement les capacités d'orientation dans l'espace avec un test qui s'appelle un test de rotation mentale en 3 dimensions. L'enjeu du test est le suivant, il faut dire si ces 2 objets sont semblables ou différents. Et donc, il faut faire une rotation mentale dans notre tête pour répondre. Alors, si avant, on a pris donc des étudiantes, si avant de faire le test, on leur dit, vous savez, les filles sont meilleures que les garçons dans ce test, à ce moment-là, elles font 28% d'erreurs et dans leur cerveau, on voit s'activer des régions impliquées dans la mémoire et l'attention. Mais si, auparavant, on leur donne un message négatif en leur disant « les garçons sont meilleurs dans ce test que les filles », à ce moment-là, elles vont faire 42% d'erreurs et dans leur cerveau, on va voir s'activer des zones impliquées dans l'émotion. Et quand l'expérience est terminée et qu'on leur demande si le message préalable les a influencées dans leur façon de faire le test, elles répondent qu'elles n'ont pas été influencées par le message. Donc vous voyez, c'est une expérience intéressante qui montre justement à quel point la menace du stéréotype, le message négatif, a fait que sur le plan émotionnel, les filles ont moins confiance en elles sont moins sûres d'elles, et cette situation a interféré avec les zones du cerveau qui sont impliquées dans la mémoire et l'attention, et qui permettent justement de réaliser le test. Donc ça montre à quel point justement la menace du stéréotype fait en sorte que les performances vont être modifiées. Là c'est un exemple chez les filles, mais on a des exemples identiques chez les garçons. Alors on continue avec les mathématiques. On a
demandé à des sujets de faire un calcul mental. Et dans cette expérience, on a regardé le cerveau des personnes qui avaient toutes aussi bien réussi le calcul mental dans les mêmes temps, avec les mêmes scores. Et vous voyez que dans le groupe des femmes, cette personne active plutôt des régions antérieures du cerveau, celle-ci plutôt des régions postérieures, et vous retrouvez le même type de variabilité dans le cerveau des hommes. C'est-à-dire que pour arriver à une même performance, chaque individu a sa propre façon d'activer son cerveau, ce qui correspond à autant de stratégies différentes pour arriver à faire le calcul mental. Et donc en conséquence, la variabilité que l'on peut observer dans le fonctionnement du cerveau entre les personnes d'un même sexe égale ou dépasse la variabilité éventuelle entre les sexes. Alors, il y a aussi de la variabilité non seulement dans le fonctionnement du cerveau, mais également dans l'anatomie du cerveau, ce que connaissent bien les neurochirurgiens. Vous avez ici des belles images en IRM, ce sont des cerveaux vivants, et vous pouvez voir que ce qu'on appelle les circonvolutions cérébrales, c'est-à-dire tous ces sillons à la surface du cortex, eh bien, tous ces sillons ont des cheminements différents selon les individus. Et même les vaisseaux sanguins qui entourent le cerveau ont des trajets différents. Donc ces images montrent clairement à quel point nous avons toutes et tous des cerveaux différents, indépendamment du sexe. Alors maintenant, la question pertinente est d'essayer de comprendre d'où vient cette variabilité, cette diversité dans les cerveaux. Donc pour le comprendre, déjà, il faut essayer d'analyser ce qui se passe au moment de la fabrication du cerveau. Alors la fabrication du cerveau, elle commence dans la vie intra-utérine, au niveau de la vie embryonnaire. Donc pendant ces phases-là, les neurones vont se multiplier de façon très intense pour justement, progressivement, fabriquer un système nerveux. Et arrivé à la naissance, le petit bébé humain est doté d'un stock de 100 milliards de neurones, et à ce moment-là, les neurones cessent de se multiplier. Mais seulement 10% de ces neurones sont connectés entre eux. Vous avez ici représenté des coupes très fines qui ont été faites à travers le cortex cérébral, ici à la naissance et aux âges de 1 mois, 3 mois, 6 mois, 15 mois, 24 mois, etc., etc. Et on peut noter que, en l'occurrence, la densité de ce qu'on appelle les corps cellulaires des neurones, c'est-à-dire les petits points noirs, cette densité ne change pas statistiquement, mais ce qui change, ce sont toutes ces ramifications que vous voyez entre les neurones qui témoignent de ce qu'on appelle la fabrication des synapses. Les synapses, ce sont toutes ces interconnexions entre les neurones. On considère que dans un cerveau humain adulte, il y a environ 1 million de milliards de synapses. C'est-à-dire que chacun de nos 100 milliards de neurones est connecté en moyenne à 10 000 autres. Donc ça vous donne une idée de la complexité extrême du cerveau. C'est évidemment bien plus compliqué qu'un ordinateur. Et le point pertinent à retenir, c'est que 90% de ces milliards de synapses se fabriquent après la naissance, c'est-à-dire à partir du moment où l'enfant est en interaction avec le monde extérieur. Et c'est précisément sur la fabrication de tous ces circuits de neurones, de tous ces réseaux, de toutes ces synapses, que l'environnement et l'apprentissage vont jouer un rôle très important. Et on utilise le terme de plasticité cérébrale pour décrire cette particularité du cerveau humain réellement à se façonner en fonction de l'expérience vécue. Et comme nous avons toutes et tous des expériences de vie différentes, chacun a une histoire qui lui est propre, cela explique pourquoi nous avons toutes et tous des cerveaux différents. Nous sommes 7 milliards d'individus sur Terre, cela veut dire 7 milliards de personnalités différentes et 7 milliards de cerveaux différents. Alors nous allons illustrer cette notion de plasticité cérébrale
Déjà, en s'intéressant au développement du système visuel. Vous savez qu'à la naissance, la vision du petit bébé est extrêmement sommaire. Et ce n'est qu'à l'âge de 5 ans que l'enfant a une vision qui est comparable à celle de l'adulte. C'est-à-dire qu'il faut 5 ans pour fabriquer un système visuel. Il faut 5 ans pour que, à partir des neurones de la rétine, poussent des prolongements dans le nerf optique qui vont ensuite se connecter à l'intérieur du cortex cérébral dans les régions qui vont traiter les informations visuelles. Donc il faut 5 ans pour que tous ces neurones se câblent de façon harmonieuse. Et si l'œil n'est pas stimulé par la lumière, ce câblage ne peut pas se faire. On connaît des cas d'enfants qui souffrent de cataracte précoce. Ces enfants, il faut les opérer le plus tôt possible pour justement que leur système visuel puisse se fabriquer et se construire. Donc cela vous explique à quel point l'environnement est indispensable à la fabrication des synapses, est indispensable au câblage des neurones. Et c'est la même chose pour toutes les autres fonctions sensorielles, hein, pour l'audition, pour tout ce qui relève du sensoriel, du moteur et du cognitif. Donc cela vous illustre justement cette notion d'interaction avec l'environnement qui est la condition indispensable pour construire un système nerveux. Par exemple, on a des cas de témoignages d'enfants sauvages, hein, et là, c'est les orphelins qu'on a pu retrouver dans certains orphelinats de Roumanie, où ces enfants, étant dénués de tout environnement stimulant, avaient des retards mentaux très importants et étaient incapables de parler. Donc, cela nous renvoie aux grandes questions justement de l'inné et de l'acquis. Quelle est la part de la nature, quelle est la part de la culture? Eh bien, les deux sont totalement indispensables. Indissociables. Hein, indissociables, vous comprenez bien qu'on ne peut pas raisonner en pourcentage, on ne peut pas séparer l'un de l'autre, parce que, pour la bonne raison que pour qu'un organisme puisse arriver à maturité, il faut de façon impérative qu'il soit en interaction avec son environnement. Donc cette notion-là, si vous voulez, est vraiment très importante, de même qu'on ne peut pas dissocier sexe et genre, on ne peut pas dissocier nature et culture. Les deux sont en interaction permanente depuis que l'enfant arrive au monde. Alors, autre exemple de plasticité cérébrale, on va prendre le cas des musiciens professionnels. Là, ce sont des pianistes, mais c'est également la même chose chez les violonistes. Ce sont des personnes qui ont commencé très tôt l'apprentissage de leur instrument et qui continuent à l'âge adulte. Et chez ces personnes, on peut observer un épaississement du cortex cérébral au niveau des régions qui contrôlent la coordination des doigts et l'audition. Et ce phénomène d'épaississement du cortex est dû à la fabrication de connexions supplémentaires entre les neurones. Et point très important, le phénomène d'épaississement est proportionnel au temps consacré à l'apprentissage du piano pendant l'enfance. Donc c'est donc bien l'entraînement qui a entraîné ce phénomène d'épaississement et non pas des personnes qui seraient nées avec un gros cortex et qui de ce fait seraient devenues musiciens ou musiciennes. Alors cette plasticité, là on a eu l'exemple d'un développement depuis l'enfance, mais elle peut exister tout autant à l'âge adulte. On a regardé le cerveau de mathématiciens professionnels, des hommes et des femmes, et chez ces personnes, il y a aussi le phénomène d'épaississement dans les régions qui contrôlent la représentation mentale des nombres et des données géométriques. Et à nouveau, le phénomène est proportionnel au temps d'expérience d'apprentissage et de pratique des mathématiques. Alors, encore une belle expérience. On a demandé à des étudiants d'apprendre à jongler avec 3 balles. Au bout de 3 mois, ils sont capables de maîtriser le jonglage. Et on s'aperçoit en fait que 3 mois suffisent pour entraîner ce fameux phénomène d'épaississement dans le cortex cérébral, dans les régions qui contrôlent la coordination motrice et la vision. Et si ces personnes qui viennent tout juste d'apprendre à jongler cessent de s'entraîner et donc qu'elles perdent leur capacité à jongler,
on s'aperçoit à ce moment-là que les régions qui étaient épaissies vont rétrécir. Vous voyez, ça vous montre à quel point ce phénomène de plasticité fait que les changements d'épaisseur du cortex peuvent être réversibles dans certaines circonstances quand la fonction n'est plus sollicitée. Alors là, nous allons voir... Ah non, on continue avec le jonglage. Donc la même équipe s'est demandé si chez des personnes plus âgées, en l'occurrence des personnes de 60 ans, ce qui se passait quand on leur demandait d'apprendre à jongler. Toutes n'ont pas réussi à jongler, mais celles qui ont réussi, on a pu observer dans leur cerveau le même phénomène d'épaississement, comme chez les jeunes. Donc, vous voyez, c'est un message extrêmement positif qui montre que la plasticité cérébrale persiste avec l'âge. Alors là, c'est un cas absolument remarquable qui vous illustre ce phénomène de plasticité cérébrale. Il s'agit du cas d'un homme de 44 ans, marié, père de 2 enfants et menant une vie professionnelle normale, qui se plaignait d'une légère faiblesse de la jambe. Alors, il est allé consulter à l'hôpital de la Timone à Marseille et l'examen IRM a montré que, en l'occurrence, son crâne était essentiellement rempli de liquide et que son cerveau était réduit à une mince couche collée sur les parois du crâne. Alors, on lui a posé des questions, bien évidemment. Il s'avère que cette personne, à la naissance, souffrait d'hydrocéphalie. Cela veut dire qu'il y a trop de liquide dans le cerveau du bébé. Et à ce moment-là, les médecins le détectent immédiatement. On pose un drain à la base du crâne pour évacuer le liquide en excès. Et normalement, tout rentre dans l'ordre. Et dans ce cas précis, apparemment, le drain s'est bouché. Et progressivement, au cours des années, la pression du liquide a tranquillement refoulé le cerveau sur les parois du crâne. Et tout ça s'est passé sans entraîner aucune gêne dans la vie de cette personne qui ne s'est jamais doutée de rien. Donc vous avez là un très bel exemple de plasticité cérébrale. D'ailleurs, ce n'est pas un cas unique, hein, parce que maintenant, on commence à multiplier les examens en IRM et on s'aperçoit qu'il existe un certain nombre de personnes qui ont des cerveaux bizarroïdes et qui néanmoins vont très bien. Alors, cette question, justement, nous permet aussi de continuer nos interrogations sur précisément essayer de comprendre quelles sont les relations entre la structure et le fonctionnement du cerveau. À l'heure actuelle, on est totalement incapable de comprendre comment un cerveau, avec cette forme aussi invraisemblable, peut assurer les mêmes fonctions qu'un cerveau normal. Et cela vous montre aussi qu'il n'existe pas de lien direct entre la forme du cerveau et les aptitudes intellectuelles. Alors donc, maintenant que vous savez tout sur la plasticité cérébrale, donc qui fait que, j'espère que vous en êtes convaincus, notre cerveau se remanie en fonction de l'expérience vécue, et ce, à tous les âges de la vie. Vous pouvez donc mesurer l'importance, justement, de l'environnement social et culturel dans le développement du cerveau et par là même dans la construction de nos identités de femmes et d'hommes. À la naissance, le nouveau-né n'a évidemment pas conscience de son sexe. Et c'est progressivement, au cours du câblage de ses neurones, au cours du développement de son cerveau et de ses capacités cognitives, qu'il va progressivement en prendre conscience. Et c'est seulement à l'âge de 2 ans et demi que l'enfant a les aptitudes intellectuelles cognitives suffisantes pour pouvoir s'identifier au féminin ou au masculin. Mais bien avant l'âge de 2 ans et demi, on lui a déjà sexué son environnement. On lui a décoré sa chambre différemment, on lui a donné des jouets différents, des habits différents. On sait bien que les adultes ont également des attitudes différenciées selon qu'il s'agisse de bébé, fille ou garçon. Et donc, c'est tout ce processus d'interaction de l'enfant avec son environnement au sens large, environnement physique, affectif, social, culturel, etc., qui va contribuer
à forger certains goûts, certains traits de personnalité et certains comportements, justement en fonction des normes du féminin et du masculin qui sont données par la société dans laquelle l'enfant est né. Et donc tout ce processus de construction progressive de l'identité sexuée est rendu possible grâce aux propriétés de plasticité du cerveau. Ce qui, bien sûr, nous renvoie aux questions de sexe et de genre. Et on peut dire que la découverte de la plasticité cérébrale vient précisément enrichir et conforter les études en sciences humaines et sociales sur le genre. Le genre, c'est pas à vous que je le dirai, n'est pas une théorie, mais bien un concept qui justement ne nie pas la réalité biologique, bien au contraire, il l'intègre complètement grâce en particulier à cette notion, à ce concept de plasticité cérébrale. Alors, cette notion de plasticité cérébrale, il est important justement de revenir sur les concepts qui s'y rattachent, qui vont en particulier nous permettre d'avoir un regard face à l'interprétation des images en IRM. Quand on vous montre une image de cerveau en IRM, eh bien, puisque maintenant vous connaissez les propriétés justement de changement anatomique du cerveau et de changement fonctionnel du cerveau, vous pouvez comprendre qu'une image en IRM, c'est simplement un cliché instantané du cerveau à un moment donné et rien de plus. Donc si dans des expériences, on montre par exemple des différences entre les cerveaux d'hommes, de femmes, de blancs, de noirs, j'en passe et des meilleurs, ça ne veut pas dire que les différences qu'on aura pu observer étaient présentes depuis la naissance, ni même qu'elles vont rester gravées dans les cerveaux. Alors ce point est vraiment fondamental face, hélas, à la persistance de stéréotypes de genre qu'on continue de voir dans les publications scientifiques. Nous allons examiner de plus près deux exemples. Un premier exemple d'une publication de 2008 où les auteurs ont déclaré que l'IRM confirme que le sens moral des hommes est basé sur la cognition alors que les femmes utilisent les émotions. Et une seconde, publiée cette fois-ci en 2014, où il était prétendu que le cerveau masculin est structuré pour l'action et celui des femmes pour l'intuition. Alors, on va d'abord s'intéresser au sens moral, avec donc ce sont des chercheurs américains de l'université de Berkeley, qui ont fait une expérience en IRM pour mesurer le sens moral chez les femmes et les hommes. Mais il convient tout d'abord de revenir à des considérations pratiques et de se demander comment fait-on en IRM pour tester le sens moral. Alors, simplement quelques mots pour vous rappeler ce que c'est que l'imagerie cérébrale par IRM. C'est différent de l'imagerie par rayon X. Dans cette méthode, on s'intéresse aux propriétés d'aimantation des molécules du cerveau quand on le met dans un champ magnétique. Bref, quand on fait de l'IRM, on peut avoir donc deux types d'informations. On a des informations sur l'anatomie du cerveau, c'est les images qu'on voit en grisé, et on peut avoir aussi, selon les expériences, des images de l'activité du cerveau quand, par exemple, on demande à la personne qui est dans la machine de faire une opération mentale, un test de calcul, de mémoire, etc. Et c'est les petits points qu'on voit ici, qu'on superpose justement sur l'anatomie du cerveau. Alors, dans une expérience en IRM, il faut que de façon impérative, la personne qui est allongée dans la machine ne bouge pas du tout. C'est-à-dire qu'il ne faut pas cligner des yeux, il ne faut pas déglutir, il ne faut pas parler, bien évidemment. Il faut être totalement immobile. Donc, la personne a la tête enchâssée dans un système qui est muni d'un prisme qui va permettre de voir un petit peu à distance un écran sur lequel sont projetées des photos, des vidéos ou des instructions. Et la personne, pour répondre aux instructions, a un clavier manuel et va appuyer sur des boutons.
Et tout ça se passe dans un bruit de marteau-piqueur. Vous devez le savoir si vous avez déjà fait une expérience en IRM. Alors voici l'expérience en question. Elle a été faite sur 14 sujets femmes et hommes. Et on a étudié les réactions du cerveau à la présentation de photos, les unes montrant des scènes de crime, les autres de simples disputes ou bien de conversations. Là, vous avez une conversation, là, vous avez un crime. Vous remarquerez d'ailleurs que c'est un noir qui égorge une blanche. Et en voyant ces photos, le sujet devait évaluer le degré de violation morale des situations sur une échelle de 1 à 5. Donc, voilà le déroulé de l'expérience. Le sujet est au repos pendant 20 secondes. Ensuite, on lui présente les photos. Après arrive la question « Quelle situation est la plus morale ?» Après, le sujet presse le bouton pour répondre. Et à nouveau, il est au repos. Et ce déroulé-là, ce protocole-là, est répété une centaine de fois. Parce que pour arriver à faire des moyennes, pour étudier, justement, faire ressortir l'activité du cerveau, l'activité du cerveau, le cerveau est toujours en ébullition. Donc pour arriver à faire sortir un signal sur le bruit de fond, c'est très difficile. Donc il faut répéter le protocole pendant une centaine de fois. Alors voilà les résultats. Quand on demande donc de faire un jugement moral, les hommes activent plus des régions impliquées dans la cognition et les femmes plus des régions impliquées dans l'émotion. Et la conclusion de l'auteur est la suivante. Ces résultats pourraient expliquer pourquoi les hommes ont un jugement moral basé sur le raisonnement et la justice, tandis que les valeurs morales des femmes reposent sur les émotions et le care. En d'autres termes, elles sont beaucoup moins fiables dans le jugement moral que les hommes. Eh bien, nous allons dire, pour être diplomatique, qu'il s'agit d'une conclusion hâtive. Parce que, déjà, comme vous pouvez vous en rendre compte, les expériences faites dans des laboratoires en IRM sont bien loin de la réalité de la vie dans laquelle on peut être amené à faire un jugement moral. Et en plus, le nombre de participants était vraiment très limité puisqu'il n'y avait que 14 sujets, femmes et hommes. Alors, on continue avec l'autre expérience dont je vous ai parlé. Cette fois, celle-ci, elle date de 2014. Elle a eu un grand écho dans la presse. Et cette expérience montrait des différences entre les sexes dans les connexions du cerveau. Alors, vous avez là représenté les images de la publication scientifique qui ensuite ont été reprises dans les médias. Donc, vous pouvez voir que dans le cerveau des hommes, il y a des connexions verticales à l'intérieur de chaque hémisphère en bleu, tandis que dans le cerveau des femmes, vous avez des connexions horizontales entre les deux hémisphères en orange. Ils n'ont probablement pas osé les dessiner en rose. Alors, il faut voir que ces images sont en fait extrêmement trompeuses pour un public non averti, parce qu'elles laissent croire que ces traits correspondent à des vraies connexions nerveuses, correspondent réellement à des fibres nerveuses qui relient différentes régions du cerveau. Et ce n'est pas du tout le cas, parce que ces traits représentent simplement des probabilités de connexion entre différentes régions du cerveau qui ont été calculées à partir d'un logiciel de probabilité. Donc là, on a illustré des probabilités, on n'a pas illustré des vraies fibres nerveuses. Mais évidemment, pour un public qui n'est pas au courant de ce détail méthodologique, et également pour les journalistes, beaucoup de gens ont dit « Ah bah ça y est, on a enfin montré, une fois de plus d'ailleurs, que les cerveaux des hommes et des femmes sont différents. » Et ce qui est intéressant, c'est la conclusion de l'article, des auteurs de l'article. Nos résultats confirment que la complémentarité des comportements entre les sexes vient d'un substrat neuronal. Les cerveaux masculins sont structurés pour faciliter la coordination entre perception et action, tandis que les cerveaux féminins sont faits pour faciliter la communication entre l'analyse et l'intuition.
je vous propose un regard critique sur cette conclusion. Alors, premièrement, dans cette expérience, à aucun moment, il n'y a eu de tests comportementaux. C'est-à-dire qu'on n'a pas mis les personnes dans la machine en leur faisant faire des tests et en regardant leur cerveau en même temps. Ce n'est simplement qu'une étude qui s'intéresse aux probabilités de connexion anatomique. Donc, il n'y a eu aucun test fonctionnel. Et donc, de la part des auteurs, c'est une pure spéculation de dire que les différences de connexion, de probabilité de connexion qu'ils observent vont correspondre à des différences de comportement entre les femmes et les hommes. Et deuxièmement, dans cet article, à aucun moment, la notion de plasticité cérébrale est évoquée, alors que 90% des connexions du cerveau se fabriquent après la naissance. Donc, c'est vraiment une aberration par rapport à l'état actuel de nos connaissances sur le développement du cerveau et sur la plasticité cérébrale. Et les auteurs de cet article, qui en plus ont montré des images avec la même technique de probabilité de connexion, ils ont pris d'un groupe d'enfants de 7 à 12 ans. Dans le groupe d'enfants, ils n'ont pas trouvé de différence entre les garçons et les filles. Ces différences de probabilité de connexion, ils ne les ont trouvées que chez l'adulte. Donc, ils avaient vraiment tous les arguments, tous les résultats pour pouvoir évoquer la notion de plasticité cérébrale et justement de construction différente des connexions selon justement les expériences vécues différentes des enfants. Qu'il y ait des différences dans les connexions, c'est dans l'échantillon en question, bon, de toute façon, quelque part, c'est enfoncer une porte ouverte, puisque nous avons toutes et tous des cerveaux différents. Que les petits garçons, la plupart du temps, en tout cas chez nous, on les pousse à pratiquer des jeux collectifs de plein air comme le football, ce qui est vraiment une activité idéale quand on est enfant pour apprendre à se repérer dans l'espace, hein, ce qui va pouvoir faire un certain type de connexion dans le cerveau, alors que les petites filles restent davantage à la maison, utilisent davantage le langage. Bon, enfin, et cette notion, à aucun moment, l'origine des différences qui ont été observées n'a été questionnée. En l'occurrence, c'est plutôt justement la conception de différences innées avec derrière l'idéologie d'une complémentarité entre les sexes qui a été mise en avant dans cet article. Donc on peut dire que c'est vraiment un joli cas d'école. Quand il est sorti, ça a impressionné un certain nombre de personnes qui montrent justement qu'il y a une persistance toujours au XXIe siècle de cette interférence entre pratique scientifique et idéologie. Et d'ailleurs, c'était tellement énorme, la conclusion de l'article, qu'il y a eu vraiment, dans la communauté scientifique, sur les blogs, beaucoup de discussions, parce que cet article n'aurait pas dû être, avec une telle discussion aussi limitée, n'aurait pas dû être accepté dans la grande revue américaine dans laquelle il a été publié. Alors c'est donc dans ce contexte-là qu'est née il y a une dizaine d'années une nouvelle discipline qu'on va appeler la neuroéthique, qui est née aux États-Unis, au Canada, en Allemagne, qui s'intéresse justement à l'impact social et éthique du réductionnisme en neurobiologie, et en particulier aux dérives dans l'interprétation des expériences en IRM, qui reviennent justement à une réduction de la personne humaine à une simple image de son cerveau, et aussi un danger qui est celui du pouvoir de fascination des images du cerveau, qui laisse croire que quand on voit ces images, cela signifie qu'on a une preuve, une réalité objective du fonctionnement et éventuellement de différences de fonctionnement. Et là, il y a une jolie expérience qui a été faite pour justement montrer ce pouvoir de fascination des images. Ça se passe dans un laboratoire, hein, où il y a des étudiants et des étudiantes qui sont en train de préparer une thèse en neurosciences.
Et comme on le fait très souvent, on leur donne souvent des articles à évaluer, des articles scientifiques à évaluer. Alors là, pour cette expérience, on a fabriqué de toutes pièces un faux article scientifique. Alors le faux article scientifique prétend que regarder la télévision améliore les performances en arithmétique parce que les mêmes zones du cerveau sont activées quand on fait un calcul et quand on regarde la télé. Alors les étudiants ont été divisés en deux groupes. Un groupe a eu à expertiser l'article avec le texte et comme image, on leur a donné un histogramme qui montre justement le même degré d'activation entre la télé et le calcul. Par contre, l'autre groupe d'étudiants a reçu le texte, toujours le même, mais sauf que l'image était une image de cerveau. Et là, vous voyez deux cerveaux avec les mêmes activations télé-calcul. Et le résultat de cette expérience montre que le contenu scientifique de l'article a été jugé par les étudiants plus crédible quand, justement, les images sont présentées sous forme de cerveau et non pas sous forme d'histogramme. Alors, pour en revenir aux questions justement de genre et de neuroéthique, bon, la résistance commence à s'organiser. Depuis 2010, s'est constitué un réseau qui s'appelle le réseau Neurogendering, qui rassemble maintenant environ 13 pays, avec des chercheurs dans toutes les disciplines, aussi bien la médecine que les neurosciences, les sciences humaines et sociales, les études de genre. Et au sein de ce réseau, on s'intéresse justement à réfléchir sur l'impact culturel, social et politique des questions de genre et de neurosciences. Nous faisons des colloques tous les 2 ans. Le dernier était donc en Suisse en 2014. Et nous avons plusieurs publications. D'une part, dans un numéro spécial de la revue américaine Neuroéthique, et d'autre part, un livre qui vient d'être publié en 2014 qui s'appelle Gender Neuroculture. Voilà. Pour terminer, je dirais qu'au XIXe siècle, c'était les mesures du crâne et du cerveau qui avaient été utilisées pour justifier la hiérarchie entre les sexes, les races et les classes sociales. À cette époque, on pensait que les hommes forcément plus intelligents devaient avoir un cerveau plus gros que les femmes, mais on pensait aussi que les blancs avaient un cerveau plus gros que les noirs et les patrons un cerveau plus gros que les ouvriers. Nous sommes maintenant au XXIe siècle, on a fait des progrès considérables avec justement la découverte de la plasticité cérébrale, mais malgré tout, il existe toujours une persistance de l'idéologie du déterminisme biologique, y compris dans les milieux scientifiques. Et dans ce contexte, il est très important justement que les biologistes s'engagent aux côtés des sciences humaines et sociales pour diffuser un savoir scientifique de qualité auprès du grand public et par là même contribuer à construire une culture de l'égalité entre les femmes et les hommes. Et pour terminer, je crois, voilà, si vous voulez en savoir plus, je vous renvoie à ces quelques livres. Ces deux-là concernent les cerveaux des femmes et des hommes. Le petit jaune, c'est sur la plasticité cérébrale. Et le dernier, le petit rose, c'est les filles ont-elles un cerveau fait pour les maths. Je vous remercie.